Lors du discours de départ à la retraite de mon père, il a dit « Je dois tout à mes fils. Ma fille n'a jamais eu ce qu'il fallait pour réussir. » Tout le monde a applaudi. Je me suis levé, je lui ai tendu une boîte emballée et j'ai dit « De la part de ton plus grand échec. » Puis je suis parti. Quand il l'a ouverte, il a commencé à crier. Je m'appelle Léa Dubois, j'ai 34 ans, et j'ai appris à la dure que parfois les blessures les plus profondes ne viennent pas d'étrangers, elles viennent des personnes qui sont censées vous aimer le plus. Mon père, Daniel Dubois, était le genre d'homme qui bâtissait son identité sur la discipline, la tradition et la fierté. Pendant 42 ans, il a travaillé pour le même cabinet d'ingénierie aérospatiale, passant de simple dessinateur junior au PDG. L'entreprise était sa vie, ses 2 fils mes frères étaient son héritage, et moi? J'étais juste là. La veille de sa fête de départ à la retraite, je me suis tenu devant le miroir de ma salle de bain, répétant un discours que je n'étais même pas sûr de vouloir prononcer, quelques mots polis, un toast peut-être, quelque chose de neutre, sûr, attendu. Parce que c'est ainsi que j'avais vécu la majeure partie de ma vie, essayant d'éviter de lui donner plus de raisons d'être déçu. Derrière moi, dans le reflet, la boîte cadeau était posée sur la commode, enveloppée de papier bleu marine avec un ruban argenté, discret et élégant. À l'intérieur, quelque chose de petit mais significatif, du moins, ça l'avait été autrefois. Pendant que je répétais mes lignes, je ne pouvais pas me défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas, que peu importe ce que je dirais, cela n'aurait pas d'importance, parce que peu importe ce que je faisais, ça n'en avait jamais eu auparavant. Avant d'aller plus loin, dites-moi en commentaire, avez-vous déjà été ignoré par quelqu'un qui était censé reconnaître votre valeur? Si oui, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous. Cette histoire pourrait vous sembler familière, et peut-être, juste peut-être, qu'elle vous aidera aussi à voir les choses différemment. En grandissant à Toulouse, la maison du bois était ordonnée, traditionnelle et étouffante. Nous n'étions pas pauvres, mais l'affection était rationnée comme si elle coûtait cher. Mes frères, Marc et Paul, étaient des garçons classiques américains pur jus, le football, la mécanique, les scouts, destinés à l'armée. Mon père les adorait. Il ne pouvait rien faire de mal. Et puis il y avait moi. J'étais silencieuse, curieuse, obsédée par l'espace et les étoiles. Je faufilais des magazines scientifiques dans ma chambre comme d'autres filles faufilaient des catalogues de mode. J'ai construit une fusée miniature avec des bouts de rien quand j'avais 11 ans, elle a réellement décollé. Ma mère a applaudi. Mon père m'a demandé si j'avais volé les pièces. J'ai appris très tôt que je ne correspondais pas à son moule. Il ne l'a jamais dit clairement, il n'avait pas besoin de le faire. C'était dans la façon dont il présentait mes frères lors des dîners, c'est Marc, tout juste promu capitaine, et Paul dirige maintenant notre équipe de tests avancés. Puis il me lançait un regard avec un sourire poli et disait, et ça, c'est Léa. Elle est créative. Créative, comme si c'était un défaut. J'ai obtenu mon diplôme avec mention en ingénierie aérospatiale à l'université Paris-Saclay, cumulant 2 emplois pour couvrir ce que les bourses ne finançaient pas. Personne de ma famille n'est venu à la cérémonie. Mon père a envoyé un bref SMS, félicitations. Je ne savais pas que c'était aujourd'hui. Pourtant, j'ai essayé. J'ai pris le poste que personne ne s'attendait à ce que j'obtienne, ingénieur système au Centre national d'études spatiales, CNES. J'ai fait des doubles quarts, déposé des brevets, coécrit des articles. À 29 ans, je dirigeais une équipe de division. À 31 ans, j'étais la plus jeune femme directrice de l'ingénierie de l'organisation. Mais à chaque fête de famille, quand papa levait son verre, il portait un toast au garçon. Alors quand j'ai reçu l'invitation à son gala de départ à la retraite, une soirée de gala au Hilton avec discours, remise de prix et un diaporama de son parcours professionnel, j'ai failli ne pas y aller. Failli. Mais quelque chose en moi avait besoin d'y être. Pas pour lui. Pour moi. Cette semaine-là, je suis rentré à Toulouse, j'ai séjourné dans un hôtel du centre-ville et j'ai essayé de répéter quelque chose de neutre, quelque chose qui n'aggraverait pas les choses, quelque chose qui ne blesserait pas. Parce que ce que je ne disais à personne, pas même à mon thérapeute, c'est que je portais toujours ce stupide petit espoir en moi que peut-être, juste peut-être, ce serait la nuit où il dirait enfin quelque chose de différent, quelque chose de vrai. Au lieu de cela, la nuit se terminerait avec moi lui tendant cette boîte emballée et partant pour de bon. Mais pas encore. Parce que la répétition n'était encore que cela, une répétition. Je croyais encore, d'une manière petite et insensée, que peut-être, si je disais les bons mots, portais la bonne robe, souriais juste comme il faut, je pourrais réécrire l'histoire,
réparer ce qui était brisé. Mais je ne savais pas encore ce qu'il allait dire dans son discours, et je ne savais pas à quel point cela ferait mal, ou à quel point il serait libérateur de saigner enfin et de partir la tête haute. Je suis arrivé au Hilton 20 minutes en avance, non pas parce que je le voulais, mais parce que l'anxiété a tendance à me faire surcompenser. Le voiturier a tendu la main pour mes clés, et j'ai hésité. La Tesla noire n'était pas tapa accent grave-l'œil selon les standards parisiens, mais dans ma famille, elle criait la fille de la tech qui en faisait trop. Pourtant, j'ai donné les clés et suis entré. La salle de bal était déjà à moitié pleine, des tables rondes habillées de nappes blanches, des centres de tables floraux suffisamment hauts pour gêner la conversation, des serveurs se déplaçant comme des ombres. Un diaporama de la carrière de mon père tournait en boucle derrière l'estrade. Son jeune visage remplissait le grand écran, debout devant des prototypes de fusées, serrant la main de généraux, remettant des prix à d'autres hommes en costume semblables aux siens. Il n'y avait pas de photos de famille dans le montage, pas d'anniversaire d'enfance, pas de matin de Noël. Juste lui, en niveau de gris, dans des poses puissantes, comme si l'émotion aurait contaminé l'héritage. Je me suis tenu près de l'entrée, cherchant des visages familiers. Ma mère a attiré mon regard de l'autre bout de la pièce et a fait un signe de la main rapide, discret, comme quelqu'un évitant l'attention. Elle a toujours eu une façon de me soutenir discrètement depuis les coulisses. Regardez qui est enfin là. La voix venait de derrière moi. Marc. Il ressemblait à un homme politique en devenir, costume sur mesure, dents parfaites, bronzage artificiel. Paul le suivait de près, me faisant un bref hochement de tête alors qu'il ajustait sa cravate. Léa, dit Marc, me serrant dans une étreinte qui ressemblait à une transaction commerciale. Toujours avec le CNES ou peu importe. Toujours au CNES, répondis-je, ma voix neutre. Ah oui, l'endroit des télescopes, ajouta Paul. Papa dit toujours que c'est plus un club scientifique qu'une vraie ingénierie. J'ai souri de façon tendue et répété. Eh bien, nous avons aidé à faire atterrir un rover sur Mars, donc je suppose que nous faisons quelque chose de bien. Ils ont ri, non pas méchamment, juste avec dédain, et sont passés saluer un autre groupe d'invités. Et juste comme ça, j'étais de retour au lycée, invisible, la fille avec la mauvaise sorte d'ambition, les mauvais rêves. Un serveur passa avec du champagne, j'en pris un. De l'autre bout de la pièce, j'ai aperçu mon père, grand, posé, dans un costume bleu marine foncé. Il était flanqué de dirigeants et d'anciens collègues, son rire retentissant, ses gestes exagérés. Le roi retraité tenant sa cour. J'attendais qu'il me regarde. Il ne le fit pas. Mais il regarda mes frères, frappa Paul sur l'épaule, fit un geste fier. Il regarda ma mère et lui donna même un rare baiser sur la joue. Et quand l'organisateur de l'événement demanda à tout le monde de s'asseoir, il ne remarqua pas que j'étais toujours debout au bord de la pièce, décidant en silence si j'aurais dû venir du tout. Juste au moment où je me tournais pour partir, je sentis une douce traction sur mon bras. Léa, la voix de ma mère était douce mais ferme. S'il te plaît, ne pars pas. Il va dire quelque chose. Il le faut. Ce soir, c'est à propos de nous tous. Je voulais la croire. Je voulais croire que peut-être, pour une fois, il reconnaîtrait plus que juste ses deux fils et leurs titres militaires, que peut-être, après tout, il prononcerait mon nom avec fierté. Mais ensuite, les lumières s'éteignirent et le maître de cérémonie monta sur scène. Mesdames et messieurs, ce soir, nous célébrons un titan de l'industrie, un homme qui a consacré plus de 4 décennies à l'avancement de l'aérospatiale. Veuillez accueillir le seul et unique Daniel Dubois. Des applaudissements retentissants éclatèrent. Mon père monta sur scène, saluant comme un sénateur, faisant une pause pour un effet dramatique avant de parler. Merci, merci, commença-t-il. Ce fut le voyage d'une vie, et je ne serais pas ici sans le soutien de mon incroyable famille. Je me redressai. Il sourit. Mes fils, Marc et Paul, m'ont toujours rendu fier. Tous deux ont suivi mes traces. Tous deux ont choisi de servir, de diriger, de construire. Tout ce que j'ai accompli, je le leur dois. Ils représentent le nom Dubois avec force et honneur. Applaudissements. Les gens se levèrent et applaudirent. Puis son ton changea, doux, presque nostalgique. Tous les enfants n'ont pas ce qu'il faut, et ce n'est pas grave. Tout le monde n'est pas taillé dans la même étoffe. Certains s'égarent. Il ne prononça pas mon nom, mais il n'avait pas besoin de le faire. J'ai senti le sang se retirer de mon visage.
Les mots tombèrent avec une froide finalité que seule l'humiliation publique peut infliger. Ma fille n'a jamais eu ce qu'il fallait. C'est ce que tout le monde entendit, ou du moins ce qu'ils en retinrent. Et quand le rire vint, petit, poli mais cinglant, il me coupa plus profondément que n'importe quel silence n'aurait pu le faire. Je me levai, tous les regards se tournèrent vers moi. Je marchai lentement, non pas vers la Seine, mais vers son bord. Je tenais la petite boîte emballée en bleu marine dans les deux mains. Ma voix ne trembla pas, de la part de ton plus grand échec, dis-je calmement, lui tendant le cadeau. Profitez bien de votre retraite. Et je me retournai, mes talons claquant sur le marbre poli. Aucune partie de moi ne se pressait, ne fuyait, ne s'effaçait. Je ne regardais pas en arrière. Je ne suis pas rentré immédiatement après avoir quitté la salle de bal. Au lieu de cela, je me suis garé dans un coin tranquille du parking de l'hôtel, le moteur éteint, les mains figées sur le volant. Ma poitrine était serrée, mais plus de panique. Ce que je ressentais était quelque chose de plus lent, de plus froid, comme être debout dehors dans une tempête de neige que l'on a vu venir pendant des années et que l'on a décidé de braver seulement maintenant. Sur le siège passager, ma pochette de soirée vibra. Un SMS de maman. Un autre de Sophie, ma plus proche amie de l'université qui m'avait supplié de ne pas assister à la fête de départ à la retraite en premier lieu. Et puis un autre, qui avait-il dans la boîte ? Celui-là venait de Paul. Je ne répondis pas. Je n'ouvris même pas les messages. Parce que je savais déjà que le moment se déroulait à l'intérieur de cette salle de bal, celle que j'avais quittée et celle que je n'avais toujours pas entièrement laissée derrière moi. Je savais que mon père n'ouvrirait pas la boîte immédiatement, pas devant la foule. Il était trop composé pour cela, trop préoccupé par l'image. Mais la curiosité finirait par l'emporter. Parce que s'il y a une chose que Daniel Dubois détestait plus que la faiblesse, c'était de ne pas être en contrôle. Cela lui prendrait moins de 10 minutes. La boîte était petite. À l'intérieur se trouvait une unique photographie encadrée, une dont il avait probablement oublié l'existence. Une épreuve que j'avais gardée dans un dossier usé au fond de mon placard depuis plus de 20 ans. C'était une photo de nous deux, prise quand j'avais 12 ans. Nous étions à une foire scientifique locale. J'avais construit une maquette de la Station Spatiale Internationale faite avec des canettes de soda et du fil. Il n'avait pas voulu venir. Maman l'avait pratiquement traîné là-bas. Je me souvenais à quel point il avait l'air raide dans la foule, les bras croisés, les yeux balayant la pièce comme si c'était une perte de temps. Mais quelque chose avait changé ce jour-là, car j'avais gagné la première place à l'échelle du district. Et pendant 5 minutes entières, il avait eu l'air fier. Quelqu'un avait pris la photo au bon moment, moi tenant mon ruban bleu, lui avec sa main sur mon épaule, souriant, un vrai sourire, pas celui contraint et tiré qu'il utilisait sur les photos d'entreprise. Ce moment fut la dernière fois où je me souviens qu'il m'ait regardé comme si je n'étais pas une erreur. J'avais gardé la photo, attendant le bon moment pour la lui rendre. Non pas comme un trophée. Non pas comme une arme. Mais comme un rappel de ce qu'il avait choisi d'oublier. Sous le cadre, j'avais placé une note écrite à la main, simplement. Elle disait, c'était la dernière fois que tu me regardais comme si j'avais de l'importance. J'ai passé 20 ans à courir après cette version de toi. C'est fini maintenant. Il ouvrirait cette boîte et se verrait lui-même, non pas la version qu'il polissait pour sa bobine de l'héritage, mais celle qui aurait pu être un père. Celle qui, même si ce n'était que pendant 5 minutes, était. De retour dans la voiture, je n'ai pas pleuré. Je pensais que je le ferais, mais au lieu de cela, j'ai ressenti autre chose. Une étrange sorte de calme. C'est difficile à expliquer. C'est ce qui arrive quand on arrête enfin de gravir une montagne qui ne menait nulle part. Quand on réalise que le sommet qu'on visait n'était qu'un mur peint, beau de loin, vide de près. J'ai sorti mon téléphone, non pas pour répondre, mais pour consulter les réseaux sociaux. Bien sûr, quelqu'un avait déjà posté un extrait vidéo du discours. On ne pouvait pas entendre ce que j'avais dit quand j'avais marché vers la Seine, l'audio avait coupé. Mais on pouvait voir la façon dont je lui avais tendu la boîte, calme, mesurée, contrôlée. Et puis je m'étais retourné et j'étais parti, pas un tremblement dans mon pas. Les commentaires étaient mitigés. Certains pensaient que c'était mis en scène, d'autres ont applaudi le coup de force, quelques-uns m'ont critiqué pour avoir gâché un moment spécial. Mais ce qui m'a le plus frappé, ce sont les messages discrets, les MP d'inconnus. J'aimerais avoir ton courage. Il ressemble à mon père. Cette phrase sur ton plus grand échec m'a profondément touché.
Je n'ai pas répondu, pas encore. Mais je les ai tous lus. Parce que pour la première fois de ma vie, quelqu'un écoutait. Quelqu'un me voyait. Non pas comme une note de bas de page dans l'histoire de quelqu'un d'autre, mais comme l'auteur de la mienne. Et quelque part à l'intérieur de cette salle de bal, Daniel Dubois tenait une photographie qu'il ne pouvait réécrire, l'image d'une fille qu'il avait rejetée et la version de lui-même qu'il avait enterrée. Le premier appel est venu juste avant minuit. Je l'ai laissé sonner. Puis le deuxième. Puis le troisième. Au moment où mon téléphone s'est allumé pour la 6e fois, j'ai enfin regardé l'écran, maman. J'ai hésité. Mon pouce a plané au-dessus de l'icône verte. Puis j'ai décroché. Léa, dit-elle, sa voix cassante et urgente. Qui avait-il dans cette boîte? Je n'ai pas répondu tout de suite. Je pouvais entendre des voix en arrière-plan, étouffées, en colère. La voix de mon père, basse et perçante, tranchant l'air comme une lame. Tu le sais déjà, dis-je doucement. C'était le seul souvenir que j'ai jamais eu de lui étant fier de moi. Elle ne parla pas au début. Puis, tu l'as pris au dépourvu. J'ai failli rire. Non, maman. Il me prend au dépourvu depuis 30 ans. Un long silence passa. Finalement, elle murmura, il ne voulait pas te blesser, Léa. Il ne sait pas comment montrer les choses. Il a été élevé à croire que les émotions sont une faiblesse. Je ne demandais pas de larmes, dis-je, ma voix plate. Juste de la reconnaissance. Et après ce soir, j'arrête de demander. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Parce que la vérité, c'est que je ne faisais pas confiance à ce qui allait suivre, ses excuses ou ses prétextes. Peut-être les deux. Le lendemain matin, j'ai éteint mon téléphone et j'ai passé des heures à marcher sans but dans le centre de Toulouse. C'était surréel de voir les gens siroter des lattes et faire du jogging avec des écouteurs alors que l'équivalent émotionnel d'une bombe avait explosé dans ma vie. À midi, je l'ai rallumé, 38 messages non lus. J'ai passé ceux de Marc et Paul. Je savais déjà ce qu'ils diraient, défendre papa, m'accuser d'avoir gâché la soirée, d'être dramatique, égoïste, froide. Mais un message sortait du lot, de papa. Juste 2 mots, il faut qu'on parle. J'ai fixé le message longtemps. Il n'y avait pas de colère dans ces mots, pas d'excuses non plus. Juste 5 syllabes qui sonnaient comme une convocation. Plus tard ce soir-là, je me suis retrouvé à conduire vers la maison de mon enfance, non par obligation mais par quelque chose de plus difficile à définir, une clôture peut-être, ou de la curiosité. La maison avait le même aspect, briques rouges, pelouse parfaite, la lumière du porche toujours allumée, comme si rien n'avait jamais changé, même quand tout avait changé. Je suis entré avec la vieille clé. À l'intérieur, ça sentait le polish au citron et la nostalgie. Je l'ai trouvé dans le salon, seul, assis dans son fauteuil, tenant le cadre photo. Il n'a pas levé les yeux quand j'entrai. Pendant 1 minute entière, nous restâmes en silence. Puis, sans me regarder, il dit, « Je ne me souviens pas de ce jour. » Bien sûr que non, lui dis-je. C'était important pour moi. Cela le fit tressaillir, un frisson subtil, mais présent. Il posa la photo sur la table basse. « Tu penses que je n'ai jamais eu d'affection? » Je ne le pense pas, je l'ai vécu. Je t'ai poussé, dit-il doucement, parce que je voyais quelque chose en toi, quelque chose de vif, d'implacable. Non, je le corrigeai. Tu m'as repoussé. Il y a une différence. Finalement, il me regarda. Je ne savais pas comment gérer avec toi. Tu n'étais pas comme les garçons. Tu ne cherchais pas l'approbation, tu la défiais, tu me défiais. Je croisai les bras. Et ça m'a rendu moins digne de respect? Il hésita, comme si la réponse était compliquée mais qu'il ne savait pas comment la dire à voix haute. Tu me rappelais ton grand-père, finit-il par dire. La façon dont tu remettais tout en question, la façon dont tu détestais la tradition. Il ne m'a jamais approuvé non plus. C'était là, cette lignée de ressentiments transmise comme un héritage. Je m'enfonçais sur le bord du canapé, soudain épuisé. J'ai donc passé ma vie à être puni pour quelque chose qui n'avait rien à voir avec moi. Tu n'as jamais été un échec, Léa, dit-il. Je ne savais pas comment élever une fille comme toi. Tu n'as pas essayé, lui répondis-je. Tu m'as juste ignoré jusqu'à ce que je renonce à essayer d'être vu. Il me regarda de nouveau, vraiment cette fois. Je t'ai vu, dit-il. Je ne savais juste pas quoi faire de ce que je voyais.
C'était le plus proche que j'ai jamais eu d'excuses, et étrangement, cela suffisait. Non pas parce que cela arrangeait les choses, ce n'était pas le cas, mais parce que j'avais enfin réalisé que j'avais passé toute ma vie à essayer de gagner quelque chose qu'il n'était pas équipé pour donner. Et ce n'était pas mon échec. C'était le sien. 2 semaines passèrent avant que je ne réalise pleinement que le poids que je portais avait disparu. Pas allégé, pas temporairement soulevé. Disparu. Il n'est pas parti avec un cri dramatique ou une grande confrontation. Il est parti en silence, comme un locataire qui avait squatté les recoins de mon âme trop longtemps et qui avait finalement fait ses valises au milieu de la nuit. Le besoin d'approbation, la douleur de la reconnaissance, le fantasme qu'un jour mon père me regarderait et me dirait « Tu es suffisante ». Il ne le ferait pas, et d'une certaine manière, cette vérité ne m'écrasait plus. Elle me libérait. Je suis rentré à Paris un dimanche matin. L'avion plana sur les montagnes ensoleillées et les côtes scintillantes, et pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas comme si j'échappais à quelque chose. Je rentrais simplement chez moi, vers une vie que j'avais construite de mes propres mains. Pas de raccourcis, pas de nom de famille me portant, juste du travail acharné, de longues heures, et la conviction que je pouvais transformer la douleur en propulsion. Le CNES m'a accueilli comme si je n'avais pas fait exploser des décennies d'histoire personnelle. Le laboratoire était occupé à préparer un projet majeur, le lancement d'un nouveau réseau de satellites conçu pour étudier les schémas de rayonnement de l'espace lointain. Je supervisais l'analyse des risques et des systèmes, et bien que le travail fût intense, il me donnait une base solide. Un après-midi, environ 10 jours après mon retour, ma chef de division s'arrêta à mon bureau. « Tu es toujours partante pour le discours liminaire le mois prochain ?» demanda-t-elle. J'ai cligné des yeux. « Le sommet t'aime ?» Elle acquiesça. « Tu es la première femme responsable du CNES à être invitée en une décennie, et étant donné ton parcours, ton histoire pourrait signifier beaucoup pour les jeunes femmes dans le public. » Je savais ce qu'elle voulait dire par « ton parcours ». Elle ne voulait pas dire les maths ou la science. Elle voulait dire le fait que je ne venais pas des milieux attendus, que j'avais dû naviguer dans des espaces dominés par les hommes sans aucun soutien, que j'avais réussi malgré ma famille et non grâce à elle. « Je suis partante, dis-je. » Absolument. Cette nuit-là, je me suis assise sur le balcon de mon appartement, surplombant les lumières de la ville, et ouvris mon ordinateur portable. La première phrase du discours me vint instantanément, parfois, le plus grand carburant pour une fusée n'est pas le feu, c'est le rejet. J'ai raconté la vérité sur le fait de grandir dans une maison où être une fille signifiait être mise en doute, sur la façon dont la brillance peut être ignorée si elle ne porte pas le bon nom ou ne suit pas les bonnes règles, sur la douleur d'être invisible dans sa propre famille, et sur la puissance de cesser enfin d'attendre d'être vu. Et je l'ai terminé avec un message que j'aurais aimé que quelqu'un me dise à 16, 22 ou même 30 ans, vous n'êtes pas obligé de vous prouver aux gens qui refusent de vous voir. Certains héritages méritent d'être brisés. Et parfois, la chose la plus révolutionnaire que vous puissiez faire est de partir, non pas avec colère, mais avec clarté. La vidéo de ce discours deviendrait plus tard virale, mais ce n'était pas le but. Le but était que je pensais chaque mot. Mes frères ne m'ont pas contacté, ni après la fête, ni après les retombées. Et c'était bien. J'avais cessé de courir après les gens qui ne me voyaient que comme un problème à gérer. Maman a appelé quelques fois. Nos conversations étaient prudentes, douces, comme marcher sur la pointe des pieds sur la glace, mais lentement, les mots ont commencé à dégeler. J'aurais dû faire plus, dit-elle un jour. J'aurais dû intervenir. Je sais, répondis-je. Mais je sais aussi que tu m'aimais, même si tu ne pouvais pas toujours le montrer devant lui. Le moment le plus inattendu est venu par la poste, une petite enveloppe sans adresse d'expéditeur. À l'intérieur, une photo, la même photo, celle que j'avais donnée à mon père. Au dos, une note manuscrite, dans les lettres majuscules nettes et mesurées que je reconnaissais comme les siennes, je n'ai pas oublié ce jour. J'ai juste essayé de le faire parce que ça me faisait peur à quel point j'aimais cette version de toi. Tu méritais plus que ce que je t'ai donné. Je suis désolé. Pas de signature, pas de formule de salutation chaleureuse. Juste ça. J'ai fixé la note longtemps, puis la plié et la placé dans le même tiroir où je gardais toutes les cartes d'anniversaire décevantes qu'il m'avait jamais données. Le tiroir n'était plus rempli de douleur. Il était rempli de perspectives. Parce que parfois, les excuses ne viennent pas comme on le voulait, et parfois, elles ne viennent qu'après qu'on ait cessé d'en avoir besoin. C'est à ça que ressemble la guérison. Ce n'est pas propre. Ce n'est pas cinématographique. Mais c'est réel. Et c'est suffisant.
Alors, si vous regardez ceci et que vous vous êtes déjà senti comme l'invisible, l'échec, celle qui ne rentrait pas dans le moule, sachez ceci, vous n'avez pas à gagner l'amour de quelqu'un pour en être digne. Marchez la tête haute. Avancez. Et si vous devez partir? Il est étrange de voir à quel point les fins ressemblent rarement à des fins lorsqu'elles se produisent réellement. On pense qu'elles seront bruyantes, définitives, cinématographiques. Mais le plus souvent, elles arrivent en silence un mardi après-midi en pliant du linge, ou un dimanche matin tranquille, lorsque votre téléphone ne sonne pas et que vous réalisez que vous êtes enfin en paix avec ça. 3 mois s'étaient écoulés depuis le pot de départ de mon père. Depuis la nuit où je lui avais tendu la boîte emballée. Depuis que j'avais cessé de jouer un rôle pour un homme qui n'avait jamais applaudi que mes frères. Mon histoire, ou du moins la partie que les gens avaient vue, avait gagné en popularité en ligne. Le discours au sommet STEM avait été partagé par des groupes de femmes dans la technologie, des écoles d'ingénieurs, et même des blogs de coaching de carrière. Une journaliste m'a contacté. Elle voulait écrire un portrait, non seulement sur le moment viral, mais sur ce que cela signifiait de grandir invisible dans sa propre maison et de devenir quand même quelqu'un qui mérite d'être vu. Au début, j'ai hésité. Puis j'ai réalisé que ce n'était plus seulement mon histoire. C'était l'histoire de chaque fille assise au fond de la salle pendant que son frère était sous les projecteurs. Chaque fille à qui on disait qu'elle était trop émotive, trop difficile, pas assez. Chaque femme qui travaillait 2 fois plus dur pour la moitié du mérite et qui se présentait quand même le lendemain. Alors j'ai dit oui. L'article s'intitulait « L'échec qui a réussi ». Il s'ouvrait sur la scène du gala de départ à la retraite, moi me levant, tendant une boîte à mon père et partant sans un mot. Mais ce qui importait le plus, c'était tout ce qui avait suivi, le travail, la résilience, le choix de redéfinir ma valeur selon mes propres termes. Un paragraphe m'a frappé plus que tout autre. Il disait, Léa Dubois n'a pas brûlé les ponts, elle a simplement cessé de les construire là où ils n'étaient jamais destinés à mener. Cette phrase est restée avec moi parce que pendant des années, j'ai pensé que fixer des limites était égoïste, que m'éloigner des attentes familiales me rendait froide ou ingrate. Mais maintenant, je comprenais. Les limites ne sont pas des murs. Ce sont des portes. Elles vous montrent ce qu'il faut laisser entrer et ce dont il faut s'éloigner. Peu après la parution de l'article, j'ai reçu un message d'un nom que je n'ai pas reconnu au début, Élise Dubois. Ma cousine, la fille de la sœur de mon père. Nous ne nous étions pas parlé depuis des années, nous nous connaissions à peine. Son message disait, j'ai lu ton histoire. Ça m'a fait pleurer. Tu ne le sais probablement pas, mais mon père m'a traité de la même manière. Il disait toujours que les garçons étaient l'avenir, les filles une décoration. J'aurais aimé avoir le courage de faire ce que tu as fait. Merci de m'avoir montré qu'il n'est pas trop tard pour réécrire l'histoire. J'ai répondu par une seule ligne, il n'est jamais trop tard pour cesser de s'effacer. C'est la partie que personne ne vous dit, on ne guérit pas d'un coup. Ce n'est pas un interrupteur. C'est un variateur. Certains jours sont lumineux, d'autres sont sombres, mais la lumière se construit petit à petit. Je n'avais toujours pas parlé à mon père depuis sa note, celle qu'il avait envoyée anonymement avec la photo que je lui avais donnée. Elle ne disait pas « je t'aime ». Elle ne demandait pas à se rencontrer. Mais à sa manière brisée, elle avait dit « je le vois maintenant ». Et honnêtement, cela suffisait. Parce que je n'avais plus besoin qu'il prononce les bons mots. J'avais cessé d'attendre sa permission de me sentir digne. J'avais appris à prononcer ces mots pour moi-même. J'aime qui je suis devenu. J'aime la fille qui a continué à se montrer même quand personne n'applaudissait. La femme qui a cessé de demander à être choisie et a commencé à se choisir elle-même. La fois suivante où je suis allé à Toulouse, ce n'était pas pour voir mes parents. C'était pour un panel à l'université locale, des filles en ingénierie, des étudiantes de première génération, des rêveuses aux genoux écorchés et aux esprits brillants. Je leur ai dit la vérité, que parfois votre plus grand obstacle porte votre nom de famille, que prouver aux gens qu'ils ont tort n'est pas aussi puissant que de se prouver à soi-même qu'on a raison, et que peu importe d'où vous venez ou qui vous ignore, vous n'êtes jamais un échec pour être différente. Vous n'êtes un échec que si vous cessez de vous présenter pour vous-même. Après, une fille d'à accent grave peine 19 ans s'est approchée de moi et a demandé « Comment avez-vous su quand il était temps d'arrêter d'essayer de gagner son approbation ?» J'ai souri. Je ne l'ai pas su, lui dis-je. Je me suis juste réveillé un jour et j'ai réalisé que j'avais déjà la mienne.